Bien, bonjour à toutes et à tous. Puisque vous voilà sur cette vidéo, c'est que vous avez vu la vidéo précédente et que le thème de la chasse, dans bien des aspects, vous a été agréable neurologiquement. Pour les neurones du cerveau, il est bon de savoir beaucoup de choses. Et puis aussi dans la lutte contre les 1,4 milliard d'hindous et les 1,4 milliards de Chinois, nous n'en sortirons que par l'information, car l'information permet d'inventer, d'innover. Voilà. Alors nous en étions arrivés à cette vue sur les croyances. J'avais dit à la fin de la vidéo précédente que je n'avais trouvé dans ma base que le loup-garou qui chassait les hommes et les femmes, et donc nous allons le voir. L'origine du mot loup-garou, c'est Gaston Phébus, comte de Foix et prince de Béarn, grand ami des chevaliers teutoniques, soit dit au passage. Dans son traité de vénerie, je crois que c'est le plus vieux traité de chasse de France, a dit que certains loups mangent de l'homme et qu'il faut s'en garder. Loup-garou, gardez-vous-en. C'est un livre magnifique, c'est un objet de cadeau, il a été réédité, car il est enluminé. Que de temps il fallait pour dessiner tout ça. C'est beau. Voilà le blason du Béarn avec ses vaches et de Foix avec ses barres verticales alternées rouge et jaune. Et que l'ensemble du blason est de couleur jaune, ça je ne suis pas certain. Bon, voilà, bon. Description du monstre. Des bras et des jambes très longs. Il louche des deux yeux. Il a de longs crocs. Il a l'ongle du pouce gauche long. Les autres ongles sont usés. Localisation. Dans les bois, on le trouve dans les bois, les landes, par pleine lune, quand les âmes circulent. Oui, c'est toute une conception de monde, de croyance, où les âmes pouvaient circuler la nuit. Peut-être c'est toujours le cas. Car la nuit, on reste chez soi la plupart du temps, maintenant. Comme jadis, sans doute. Bon, chasse. Au contraire des autres animaux, le loup peut être détruit par tout le monde et par tout moyen. Il faut boire de l'eau bénite et utiliser des cartouches en argent bénites par le curé. Des cartouches en argent, car le loup est une créature, le loup-garou est une créature apparentée au diable. Sur un thème très proche, vous voyez que je ne suis pas très long sur le loup-garou, sur un thème très proche, voilà la véritable histoire de la bête du Gévaudan, beaucoup plus récente, et récemment, il y a quelques années à peine, on est en 2023 là, donc une statue a été faite, donc, qui matérialise le loup-garou. Je l'ai su par France Culture, qui avait fait une émission dessus. En tout cas, c'est une sombre histoire. Ce loup a fait des quantités de victimes. Bon, passons à un sujet un peu plus joyeux. La littérature. Dans la littérature, je vais citer Italo Calvino, le grand écrivain italien, le baron Perché, donc, en grimpant dans les arbres, va nous conduire au célèbre livre de Gaston Phébus que l'on va retrouver
ici, puisque ça fait partie aussi de la littérature. Italo Calvino a écrit Le Baron perché, un homme qui s'est isolé dans un arbre pour penser. Très beau livre, et bien évidemment, il a écrit d'autres livres, Italo Calvino. Grimper dans les arbres, c'est se réfugier. C'est chercher un refuge contre les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, c'est l'objet du livre de la chasse de Gaston Phébus, du XIVe siècle, 1300 et quelques. Ça manque pas de documentation. Et voilà la réédition du livre dont je parlais tout à l'heure, avec de superbes illustrations d'époque, évidemment. Sur la santé, la recherche à travers ma table des matières de 750 pages a trouvé les caries, en relation avec la chasse bien sûr tout ça, la viande et le sommeil. Quelles sont les relations entre les caries et la chasse? Le sommeil aussi, hein? Voilà, on peut se demander. Mais grâce à la culture sociétale, on peut trouver beaucoup d'informations. Alors les caries. Les chasseurs, les caries dentaires sont presque ignorées chez les populations de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur. Voilà. Les populations de chasseurs, pratiquement, n'avaient pas de caries, ou presque pas. Voilà. Voilà le lien. L'agriculture correspond à l'apparition des céréales, donc des sucres lents. L'apparition de la carie elle-même, avec l'agriculture, s'accompagne d'un déclin de la taille de la dentition et d'un déclin de l'état de santé des individus, notamment des troubles musculo-squelettiques. Pourquoi? Parce que Grandet, eh bien, l'agriculture conduit à des tâches répétitives. La chasse, beaucoup moins. On marche. Évidemment. L'agriculture, c'est plutôt des emplois qui commencent à toucher vers la sédentarité un peu, hein, aussi. Des tâches répétitives. Voilà les agriculteurs, les pauvres agriculteurs maintenant, depuis l'invention du tracteur, qui sont sur une fauteuil tout pendant des heures. Deuxième point, la viande. Eh bien, j'ai l'information que les premiers hommes étaient chasseurs, charognards, cannibales. Bien sûr, on vient de le voir, dans le Paléolithique, la viande fait partie de la nourriture des chasseurs-cueilleurs. Si nous sommes là, c'est grâce à eux. Et le sommeil, actuellement, chez les peuples de chasseurs-cueilleurs d'Afrique, il n'y a pas d'insomnie. La tranquillité peut-être, la paix, mais le besoin de trouver de la nourriture. Le plus grand créancier du monde, c'est l'estomac, comme il a été dit. Sur l'étranger, alors j'ai une grande note de 4 diapos, je crois, sur la Russie. Ce sera un peu plus court pour le Japon. L'Inde aussi, j'ai de quoi. Alors, on va voir la Russie.
J'extrais ceci. Je suis allé un peu large parce que ça fait partie de la culture, ça. Dans une ville qui s'appelle Lesnoï, il y a un déclin russe et des inégalités, et il y a la Glubinka qu'on va voir. Situation, 300 km à peine de Moscou. 300 km à peine. 6000 habitants. Bon. Mais c'est déjà un autre monde, en voie de dépeuplement, à 300 km de Moscou. C'est un ancien site militaire. Avant, le bourg, enfoui derrière une épaisse forêt de sapins, était un site militaire fermé, comme il en existait des milliers dans toute l'Union soviétique. Une usine d'explosifs aussi. La cachotterie de Lesnoï, c'est son usine d'explosifs. Depuis la dissolution de l'URSS en 1991, l'effondrement du mur de Berlin, oui. Et non, je pensais au nom du grand violoniste, ah là là, qui a amené son violoncelle pour jouer au pied du mur de Berlin les jours où le mur a été démoli, quoi. Bon. L'usine tourne au ralenti. Forêt de résineux, principalement. La ville, enneigée, l'hiver, l'été, ça va très bien. Des tours, des immeubles. Démographie en baisse, vieilles HLM, la moitié des habitants sont partis. Oui, il y a beaucoup d'HLM en Russie. Le leg de l'URSS. C'est typique ce déclin est typique de la province russe, ce qu'on appelle la Glubinka, ravagée par une hémorragie démographique. Par exemple, une ancienne statistique entre 1991 et 2007, perte de plus de 7 millions d'habitants, surtout des hommes qui sont partis. Un petit village depuis 9 mois, à 10 km de Lesnoï, on se déplace là. Donc un tout petit village. Depuis la panne de la station de pompage il y a 9 mois, il faut puiser l'eau du pluie. Oui, pour dire des fois où ça en est. Mais c'est pas partout comme ça quand même. Voilà. Et il y a des témoignages intéressants. Certains retraités n'aiment pas Poutine, le président Vladimir Poutine. Léonide, la soixantaine, ancien mécanicien à l'usine, se risque à dire que les retraités, oui, n'aiment pas beaucoup Poutine. Quant à son successeur désigné, c'était l'époque Medvedev, il ne pourra rien changer, les hommes en uniforme l'en empêcheront. C'est-à-dire le FSB et la police. Dit-il, une pointe de colère perce à l'évocation de cette mafia qui nous gouverne. Voilà un propos. C'est pas l'avis de tout le monde, on va le voir après. Et voici le lien avec la chasse. Il déplore les coupes sauvages pratiquées dans les forêts, ces nouveaux riches, c'est son vocabulaire, venus de Moscou en hélicoptère pour chasser. Venus de Moscou en hélicoptère pour chasser. Chasser en hélicoptère. Peut-être, il n'y a pas d'autre précision. Peut-être qu'ils ont pris l'hélicoptère juste pour descendre. Voilà. Bien, et nous allons terminer sur un témoignage une avocate. Poutine est un saint. Voilà, c'est l'inverse. Lubiov, la cinquantaine, qui a ouvert un cabinet d'avocats à 10 km de Lesnoï, vraiment de la Glubinka, lève les yeux au ciel lorsqu'elle parle du président sortant
comme si elle invoquait un saint, en disant c'est fou ce que Poutine a réussi à faire. Oui, il y a de tout, c'est comme en France, c'est comme ailleurs. Il y a des partisans, il y a des adversaires. Assistante de l'avocate, idem. Lida, 25 ans, son assistante. Aime elle aussi évoquer la Russie qui se relève. Évidemment, il y a une identité très forte, culturelle, historique. La grandeur retrouvée, il ne faut pas oublier l'ancienne puissance, les Sputniks sur la Lune, etc., les scientifiques. Mot à mot, les termes de la novlangue parlée à la télévision, dit le journaliste français. Mais on ne peut pas reprocher à des gens de vouloir retrouver leur identité historique. Quand on lit Tourgueniev, quand on lit Gogol, quand on lit Tolstoï, quand on lit Pouchkine, quand on lit... Bon, c'est une très très grande littérature identitaire, très forte. Voilà, bon. L'avenir en rose, voyager à Paris, ce propos intéressant. Lida et sa patronne, les avocates, donc, voient l'avenir en rose. Elles rêvent de vacances à l'étranger, en Turquie. Et oui, la Turquie est un certain nombre de Turcs parlent russe. Et voilà, bon. Ou en France aussi, parce que la France a un prestige énorme en Russie depuis très longtemps. Depuis Pierre Ier. Pierre Ier qui a bâti Saint-Pétersbourg. Voilà. Et puis Peterhof, le Versailles russe. Bon. Une question leur brûle les lèvres. Est-il vrai qu'à Paris, les femmes refusent que les hommes paient la note au restaurant? Ce point les inquiète, parce qu'en Russie, c'est tout le contraire. Eh oui. Faut réfléchir. Bon, passons à l'Inde maintenant. Après ces 4 diapos sur la Russie, l'Inde. Nous allons parler du tigre. Ah ben voilà au passage ce qui est présenté comme un tigre de Sibérie. Je croyais qu'il était un peu plus pâle, un peu plus blanc. Voilà. Mais voilà, le tigre de Sibérie. Le tigre de Sibérie est une espèce à part, qui est sous la protection directe du président Vladimir Poutine, et c'est bien grâce à lui que le tigre existe toujours, parce que le côté chinois, où le tigre de Sibérie n'existe plus, il a été mangé par les Chinois. Mangé et utilisé dans la pharmacopée. Voilà. Il y a un grand film japonais d'Akira Kurosawa, ah là là, qui parle de la découverte et de la cartographie de ces zones du bassin de l'Amour. Là, ça va me revenir, je vous le dirai après. Voilà. Ouais. Bon. Le bilan. Il existe aujourd'hui plus de tigres en captivité qu'en liberté. Ouais, on en est arrivé là. Au passage, j'ai glissé l'image d'un livre que j'ai lu en totalité, qui est assez épais, Tigre et léopard mangeurs d'hommes de Jim Corbett. Jim Corbett, en Inde, était l'un des rares. À son époque, ils étaient 3. 3 chasseurs à avoir obtenu une licence spéciale de chasse des tigres mangeurs d'hommes. Les tigres mangeurs d'hommes, sujet intéressant. Et il y a plein d'histoires pittoresques. Voilà. Et donc, je vous recommande sa lecture comme ça. Et puis, tout chasseur aussi sera intéressé. C'est une chasse très particulière. Il avait un chien qui est mort quand il écrivait le livre chez lui en Angleterre. Voilà. Mon vieux compagnon s'est éteint, etc. C'est beau tout ça. Aux États-Unis, dans le Colorado, près de Denver, se trouve le lieu où l'on entrepose les morceaux d'animaux qui ont été saisis par les autorités américaines pour commerce illégal. Et il y a du tigre.
alors qu'ils auraient dû alimenter les quartiers chinois des grandes villes du pays. Les restaurants chinois ou la pharmacopée chinoise. Aux États-Unis, à Denver. La demande asiatique, quelle est-elle? Les Chinois et les Vietnamiens sont grands demandeurs de tigres. Le tigre en liberté dévore des proies qui broutent des herbes au pouvoir prétendument thérapeutique. Le corps des tigres serait donc une gourde de potions concentrées. Le tigre serait un animal donc médical, pharmaceutique. Voilà pourquoi donc les Chinois et les Vietnamiens, bon, les idées gouvernent le monde. Il y a une mafia indienne aussi, forcément, dans le pays du tigre. Bon, une peau de tigre se négocie plus cher que le prix d'une jeune fille, parce qu'on fait aussi la marchandisation des jeunes filles. Voilà. Un exemple de chasse, la chasse au piège, en 12 heures, 12 heures, du matin au soir. D'abord, piège sur voie dégagée. Bon, les braconniers du tigre mettent des pièges sur les pistes tracées par l'homme, car le tigre aime bien les emprunter puisque c'est dégagé. Il peut y circuler plus facilement, comme l'homme. S'il pose sa patte dans le piège, il est perdu. Le pauvre, il est complètement perdu. Les braconniers l'achèvent à coups de bâton sur le crâne. À coups de bâton sur le crâne. La fourrure est traitée rapidement, on le dépèce donc, et tous ses os sont dégagés à l'aide de petits couteaux. Donc on sépare les os de la chair. Avant l'aube, tout est fini. Il n'y a aucune trace. Voilà. Voilà le procédé de chasse au piège du tigre en moins de 12 heures de travail et d'attente sans doute. Voilà. Un tigre disparaît complètement, dépecé en petits morceaux. Voilà. Pour lutter contre ces procédés, on équipe certains félins de colliers émetteurs pour pouvoir les suivre. Sans doute que là, on voit là, ici, là. Il semblerait qu'il y ait un reflet, un collier. Voilà. La législation pénale est mal faite. Les peines sont plus faibles pour les animaux que pour la drogue. Ouais, c'est comme ça. 10 ans pour la cocaïne, 1 an pour un morceau de tigre. Il y a de la corruption et de la complaisance sur ça. L'utilité du tigre, faut la souligner. La jungle ne peut se passer du grand prédateur qui empêche la prolifération des herbivores. Oui, sans lui, le bétail n'aurait rien à brouter, en plus. Voilà. Oui, j'avais une autre information sur le tigre qui me remonte là, qui est que dans le delta du Gange, le tigre est revenu et il y a des cas de mangeurs d'hommes parce qu'il vit à proximité, il y a beaucoup de gens en Inde, donc il vit à proximité des hommes et un des cas par lesquels un tigre devient mangeur d'hommes, on voit Jim Corbett là, c'est quand il ne sait pas que l'homme est mangeable, mais en passant sa griffe dessus le corps qu'il vient de tuer, il voit du sang. Alors il lappe, il trouve que c'est bon et il continue. Et à partir de là, comme l'homme ne court pas vite,
Un tigre blessé à la patte par un porc-épic, par exemple, ne court pas vite. Donc ça lui va très bien que l'homme ne court pas très vite non plus. À commencer par les enfants aussi. Bon, plein de choses à savoir. Et puis le tigre est un emblème national. Il est emblématique de l'Inde puisque les billets hindous le reproduisent de face. Là. Un animal national emblématique. Un jeune tigre s'amuse avec son père ou sa mère. Le Japon maintenant, on va changer d'animal. Ça va être la baleine, car le Japon est un archipel. La chasse à la baleine. La note date de 2009, mais comme rien ne change. Voilà. Histoire. L'occupant américain avait encouragé la consommation de baleines. Voilà. Bon. À la fin des années 1940, elle représentait 45% de la consommation de viande au Japon. 45%, près de la moitié de la viande consommée par les Japonais, c'était de la baleine. Au Japon, ça ne soulève pas d'intérêt. L'obstination nippone ne peut surprendre, car la question de la chasse à la baleine ne passionne guère le pays. C'est une chasse, hein, parmi d'autres. Enfin, il n'y a pas beaucoup de chasse au Japon, mais maritime, en voilà une. Seulement 35% des gens y sont favorables, quand on approfondit, surtout des hommes de plus de 40 ans, la tradition. Voilà. À cela s'ajoute aussi la faiblesse de la consommation maintenant. Bon. L'industrialisation de la nourriture fait que aussi peut-être que ça explique la moindre... Et puis ça doit être cher aussi. La Commission baleinière internationale s'y oppose, donc les pays qui défendent le droit à la pêche commerciale, comme le Japon, la Norvège ou l'Islande, à ceux qui exigent la protection de l'espèce, comme l'Australie et le Royaume-Uni. L'Islande et la Norvège autorisent la pêche commerciale. Voilà donc des vues de la pêche japonaise. Il y a une information qui me manque. Les Japonais sont aussi intelligents que d'autres peuples, évidemment. Banalité, que je viens de dire, là. Et je sais que dans le sud du Japon, ils ont constitué une grande réserve où ils élèvent les baleines. Pour la consommation, bien sûr, mais ils les élèvent. Ce n'est donc plus une chasse. Mais cette information me manque, là, c'est curieux. Bon. Pour l'Afrique, 2 points, la chasse au lion et le feu des savanes pour la chasse. Dans le module là, écologie, je traite des lions, des éléphants, des mines d'or. Bon, là on va traiter pour la chasse des lions. Donc les os de lion. Les remèdes médicaux avec le tigre prennent fin parce qu'il y a de moins en moins de tigres. Et surtout les tigres du bassin de l'Amour, là, les Chinois les ont consommés. On y met donc du lion. Traditionnellement, la médecine chinoise vante les mérites du vin de tigre. Maintenant, on est au vin de lion. Voilà. Alors, voilà des vins d'os de tigre, entre guillemets. Voilà l'élixir. Voilà une tête, voilà des peaux. Bon, voilà.
Et là aussi, comme le Japon élève les baleines, il y a un élevage commercial du lion pour échapper à la réglementation de la chasse. En Afrique du Sud est apparue la profession d'éleveur de lions. Celui-ci est lâché dans la nature un jour avant le début de la chasse. L'éleveur touchera une prime sur l'abattage. C'est une activité commerciale, bien sûr. Le rendement est de 30% du capital investi, alors qu'à la banque, le maximum est de 8%. Oui, ils ont de la chance que le maximum soit de 8%, voire le taux du livret A en France. Oui, on élève les lions. Donc nous avons maintenant le feu des savanes pour la chasse. Dans le texte de l'encyclopédie, il y a pas mal de choses. J'ai ciblé sur la chasse. Pour les tourbières, vous savez que l'une des plus grandes tourbières du monde, sinon la plus grande, est au Congo, RDC, République démocratique du Congo, Kinshasa. Bon, pour les tourbières. Mais chez nous, dans le Massif central, il y a des tourbières aussi. Et jadis, les écoliers qui allaient à l'école devaient apporter une motte de tourbe pour le poêle de l'école, parce qu'il faisait froid. Bon. Les savanes. Les savanes, voilà où se trouve la chasse. On ne va pas parler du tout des tourbières, bien sûr. Mais on verra ceci, sur le feu, quoi. Mais les savanes, tant qu'on y est, c'est les 2 tiers de l'Afrique. Les 2 tiers de l'Afrique, les savanes. C'est des herbes et des arbustes résistants au feu. Voilà un paysage typique. Il n'y a pas grand-chose, hein. Des herbes. Le feu, maintenant. La savane brûle chaque année. La saison sèche n'est pas la même dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Ça change. Et le feu, maintenant, est utilisé pour la chasse. Pour rabattre du gibier, notamment, par exemple. Par jeu aussi, pour s'amuser, mettre le feu. Bon. Ou pour l'écobuage. L'écobuage, c'est la mise à feu d'essences non agricoles, les ronces, etc. Je parle pour la France, là. Pour la mise en culture, qui suit, c'est une activité traditionnelle qui est réglementée par arrêté préfectoral. Voilà. L'écobuage. Distance. L'incendie de savane brûle sur de très grandes distances. C'est incroyable. Quand on met le feu, ça peut parcourir 150 km. C'est fou, c'est fou. Ça brûle tout. Quand la forêt primaire a brûlé, une forêt secondaire va pousser. Ça, c'est un débat sur l'incendie, même en France. On dit qu'il ne faut rien faire, et que ça repousse. Mais là, on trouve l'information que la forêt secondaire sera plus pauvre. Plus pauvre, c'est à noter. En Afrique, en tout cas, c'est le cas. Bon. La neige au sommet du Mont Blanc est tachée de cendres des incendies de savane d'Afrique. Oui, la neige au sommet du Mont Blanc est tachée de cendres des incendies de savane d'Afrique. C'est original. Là, c'est pas le Mont Blanc, c'est le Kilimandjaro, emblématique
de l'Afrique, voilà, avec de la neige, parce que c'est une montagne assez élevée. Voir le prix Nobel de la paix, Wangari Maathai, qui a dit que à quoi sert de lutter contre des gens qui ne croient plus qu'au sommet de montagne il y a des dieux. Bon, Wangari Maathai, j'en parle, hein, forcément. C'est elle qui a dit que là où il y a des arbres, il y a de la démocratie aussi. Intéressant aussi. Intéressant aussi parce que historiquement, en France, on dit que la démocratie française est née dans les forêts d'outre-Rhin où il y avait les francs ripuaires, c'est-à-dire ceux de Clovis, par exemple, premier roi des Francs. Je joue sur les mots là, des Francs de la France si on veut, quoi. Voilà. Bon, la culture est sans fin et ça permet de ricocher, de se lever tous les matins, de se coucher tous les soirs avec des idées positives en tête. Il faut que les neurones marchent. C'est salvateur. Voilà. Et puis on peut discuter, on peut intéresser. Voilà. Nous rappelons cette vue du début que la présente vidéo se compose de 2 parties. La note de l'actualité la plus récente qu'on a vue avec les 4 informations fort intéressantes. La lutte notamment entre les agriculteurs et les écolos, le manque de communication. C'est bien beau d'acheter de grandes surfaces, mais c'est les soustraire à l'agriculture. Et sans expliquer, sans communication, c'est mauvais. Ne pas parler, c'est mauvais. Bon. Et puis d'autre part, l'extrait sérieux. Nous avons parcouru cet extrait sérieux. Voilà. Et donc, nous allons revenir à la vue du début, de tout, la vue aussi du site, et de tous les 800 heures de cours. L'intelligence sociétale qui mérite d'être connue et qui est puisée, qui est copiée sur l'intelligence artificielle et scientifique. Ça existe, l'intelligence sociétale. Bon. C'est une forme de culture générale, mais appliquée à la société. Ça permet de former des citoyens, bien sûr, parce que plus on connaît, plus on s'intéresse, et plus on participe. Et donc, l'adresse de mon site de culturesociétale.com. Cette petite intrusion, alors j'ai tenu moins de 40 minutes, là, c'est bien. Cette petite intrusion dans le monde de la chasse, dans bien des aspects, a retenu votre attention. J'en suis très heureux aussi, parce que ça fait partie de la culture, et vous avez découvert plein de choses, y compris les cendres sous le Mont Blanc, du fait des incendies de savane africaine. Voilà. Bon, voilà. J'ai terminé. Et je vous souhaite donc de tirer usage de toutes ces informations pour enrichir les conversations avec autrui. Enrichir, j'aime pas ce mot enrichir, mais il faudrait trouver un autre mot. Je vais y travailler à ça aussi. Voilà. Et pour rendre les gens plus heureux. Voilà. Ça fait partie de mon livre bleu de réforme politique, ça. Réformer les institutions, mais aussi le citoyen. C'est utopiste, mais sans utopie, les idées mènent le monde. Hein. Voilà. Ça va faire 40 minutes bientôt, je tiens à rester en dessous, à quelques secondes près. Voilà. Eh bien, je dis au revoir à tout le monde. Au revoir à tous et à toutes, bien sûr. Au revoir.